Vous vous souvenez du live qu'on a fait avec Théo là sur le début de la semaine, où je vous avais parlé des coins de cycle 1 avec des nouveaux schémas narratifs ou des coins de cycle 2 avec des anciens schémas narratifs. Si vous êtes sur des coins de cycle 1, donc qui viennent juste de se lancer, qui n'ont pas encore connu un cycle complet avec un nouveau schéma narratif, c'est généralement ceux-là qui vont pumper le plus tôt et qui vont offrir les plus gros rendements. Par contre, c'est là où il va y avoir le plus de risques et c'est là aussi où vous avez plus de chances de garder la patate chaude à la fin avec des projets. Si vous vous dites sur ce genre de projet-là, vu que vous n'avez aucun recul, je les garde sur le long terme, je reviens dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est bon, je vais forcément gagner de l'argent parce que maintenant j'ai compris, je ne vais pas faire du timing de marché, je vais faire du DCA, je vais renforcer en bear market et tout. Vous avez beaucoup plus de chances au final de perdre de l'argent parce que souvent, c'est des projets qui remontent jamais, qui passent même pas un cycle complet. Donc vraiment, soyez très, très, très vigilants par rapport à ça. Ouais, et après aussi par rapport à ça, par rapport à la performance des actifs de cycle 1, comme on vient de le décrire, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui rentrent sur ce schéma narratif de cycle 1, donc on achète les coins, ça moon, on ne vend pas forcément, donc du coup on se retrouve à garder ce bag qui a pris un moins 10%, pas moins 10, mais enfin, divisé par 10 peut-être en termes de Ouais. valeur. Ouais. Et donc là, il y a deux scénarios. Soit je me dis, ok, je garde ce bag, tant pis, pas vendu, pas perdu, et je verrai ce que ça donne au prochain cycle. Soit tu dis, mais au final, le Je projet, je l'ai vraiment renforce. étudié. Exactement, il y a les fondamentaux sont là. Je vais commencer à rentrer, justement, dans la période d'accumulation, là où les prix sont bons. J'en ai pour 10 fois mon argent, ce que j'ai eu, je renforce mon bag. Par contre, au prochain cycle, je me suis fait avoir le premier. Prochain cycle, j'arrive avec un gros bag. Je vais pas me faire avoir. Je vais Je vendre. vais sortir plus tôt. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coins qui mettent beaucoup de temps, s'ils sont toujours là, si il y a toujours du monde à dépasser l'ATH, parce que les gens, ils ont encore le prix psychologique du dernier cycle et ils sont pas prêts à attendre à se faire rect comme la dernière fois. Donc en fait, dès que le prix monte et qu'ils commencent à avoir des rendements avec leurs bagues qu'ils ont peut-être renforcés, les mecs ils sortent. C'est pour ça que les cycles 1 ils sont performent plus parce qu'en fait, on sait pas où est le plafond, il y a personne qui est trop au courant, qui est trop rentré dessus. Les coins qui étaient déjà au dernier cycle et même peut-être au cycle d'avant, il y a des whales, il y a des mecs qui ont renforcé l'opposition et qui sont bien sereins et qui ont compris comment ça marchait. Donc, ils vont sortir dès que ça va commencer à monter. C'est pour ça qu'il y a des paliers psychologiques aussi. Alors, il y a la TH, après les chiffres ronds sur Bitcoin, 80, 100K, voilà, les chiffres ronds qui sont voilà, assez connus. Les mecs, ça sort. Ça sort en masse et les whales et tout ça. Donc, C'est clair. c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on se retrouve sur des coins qui recommencent à pumper, où on avait entendu parler du dernier cycle et on ressort les diapos, les slides où ça peut pumper, ça peut faire. On recycle le contenu des cycles précédents en disant vas-y, cette fois-ci c'est le bon. Attention aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a des gros acteurs et des mecs qui ont des gros bacs qui vont dump dès que ça va commencer à monter et surtout au niveau de la TH. Donc pas non plus faire des prévisions exceptionnelles sur des coins qui étaient déjà là parce qu'il y a tous ces facteurs qui sont connus et qui vont arriver obligatoirement, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il faut pas se leurrer non plus, hein. En général, ceux qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, tu as des grosses baleines, hein, qui clairement, elles, font le marché, mais toutes les baleines ne peuvent pas exit comme elles souhaitent aussi, hein. Donc tu as des baleines qui se sont fait avoir sur une grosse partie de leur position, qui vont faire en sorte de peut-être recréer une euphorie, recréer une certaine hype autour d'un projet pour se dire tiens, je me suis fait niquer le cycle d'avant, cette fois-ci, je vais ressortir et puis voilà, on va recréer une hype, quoi. Et c'est un peu ce que je revois en ce moment, tu vois, avec Solana, et je sais pas si c'est ton avis. En fait, avec FTX, déjà, il faut savoir que Solana, ça a été backé par énormément, énormément de ventures capitalistes dans la Silicon Valley. Il y a énormément de gros investisseurs, de fonds qui ont investi dans Solana, qui n'ont pas pu exit en fait comme ils voulaient sur le dernier cycle, quand bien même ils sont rentrés sur des niveaux de prix qui étaient super intéressants, parce que ceux qui sont rentrés sur les premières vagues en fait de levée de fonds, c'était 10 centimes hein, le sol. Hein. Donc c'était vraiment très très faible. Après, il y a eu plusieurs levées de fonds à 1 euro. Après, je crois qu'il y en avait une à 5, à 10, etc. Et c'est monté jusqu'à 250, je crois, le dernier cycle pour le sol. Et le problème, c'est qu'avec le crash de FTX, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu sortir à temps. Et donc là, je suis en train de revoir une recrudescence en fait du Solana. Non pas que ce soit un mauvais projet, au final, les gens décident un peu de faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ventures capitalistes et beaucoup de gros porteurs en fait de Solana qui n'ont pas pu sortir lors du précédent cycle. Donc ils sont en train de recréer une hype en fait autour de ce projet et on voit qu'on a eu une montée énorme. On est passé de 4-5 euros, 4-5 dollars là à plus de 110, 115 en quelques mois, ce qui est énorme. Il y a une TVL aujourd'hui qui est énorme sur ce projet. Il y a des volumes qui sont énormes aussi. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont en train de se lancer. Donc, on a l'impression en fait que ça repart. Et non pas qu'il y a tout acheté, mais en tout cas, moi, je suis quand même très, très, très vigilant parce que historiquement parlant, quand on a
un projet comme ça qui était presque sur le bord de la faillite, de la fin, tu vois, genre de l'abandon total. Quand tu commences à avoir une hype là-dessus, et souvent cette hype, elle est portée par des baleines, par des gens qui ont un intérêt économique important à faire en sorte que ce projet, de toute façon, ne coule pas. Leur intérêt, vu qu'on a dit au départ, c'est du player versus player, c'est du joueur versus joueur. Eux, leur objectif, c'est de gagner de l'argent, vous aussi. Donc, si vous achetez, eux, ils ont peut-être rechargé, ils ont peut-être acheté leur Solana à 10 centimes, 1 euro ou 5 euros. Si vous l'achetez à 115 et que vous vous dites, c'est bon, ça va monter à 1000 balles, eux, ils vont vous dire, il n'y a pas de souci, ça va monter à 1000 balles. Vas-y, monte, pas de souci, pas de souci. Et puis, en attendant, ils vont dumper parce qu'ils vont récupérer leur argent. Et c'est ce qu'on voit sur beaucoup, beaucoup de projets. Même Illuvium, tu vois, des projets sérieux et tout. Illuvium, la première levée de fonds, la première round de levée de fonds, ça a été à 1 euro le token. 1 euro le token, le projet, il est monté à 1600, 1700 dollars, je crois, lors du précédent cycle. Donc, c'était un fois 1700 par rapport à ceux qui étaient rentrés plus tôt. Alors, ils vont dire, il y a des périodes de locage. Ouais, attention, nous, on est loqué pendant un certain temps. Ça peut être vrai pour une certaine partie des fonds. Mais justement, s'ils ont eu des performances super élevées et qu'ils n'ont pas pu sortir sur le cycle précédent, ces mecs-là, ils ont envie de sortir après quand les tokens sont unlock. Et donc, c'est important de voir cette supply, quand est-ce qu'elle va être relarguée? Et souvent, elle est relarguée dans des moments un peu d'euphorie, quoi. Et en général, c'est quand même très bien timé. Dans des périodes de bear market, c'est bien loqué, ils vont dire il n'y a pas de souci. Comme ça, on crée une hype. Et puis, au moment où tout le monde, ça augmente et tout, ils vont créer en fait une émulsion sur le projet en vous disant ça va continuer d'augmenter, ça va continuer d'augmenter. Et en attendant, en back-end, ils vont commencer à vous dumper sur la tronche. Donc voilà, attention, c'est ce qu'a dit Kosov, trust me bro, il va moon. En fait, c'est ça. En crypto, c'est personne n'est votre ami. C'est ce qu'on dit depuis le départ. Personne n'est votre ami. Vous devez rester vigilant. Vous devez toujours remettre en question ce qui vous est dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un projet qui a le vent en poupe et qui fait la une de tous les trucs, de tous les journaux, que forcément il va falloir que vous vous en procuriez. Et c'est pas parce qu'on a un projet qui early dans le cycle va avoir eu des super performances qui va continuer de surperformer vers la fin du cycle. Il y a beaucoup de projets qui, à un moment donné, ont une recrudescence au niveau de leur valorisation court assez tôt dans le cycle, mais un peu plus tard va commencer à s'essouffler et ne redépasse pas son précédent plus haut. Je dis pas que ça sera forcément le cas de Solana, peut-être qu'il va redépasser son précédent plus haut et que ça sera l'exception qui confirme la règle, mais attention, voilà, les gens qui backent aujourd'hui ce genre de projet, comme la plupart des gros projets en fait en crypto, c'est pas forcément des saints non plus, quoi. Et il y a beaucoup de personnes, comme pour le cas vraiment spécifiquement de Solana, qui n'ont pas eu l'occasion de sortir à temps, qui, à mon avis, souhaiteront le faire par la suite. Et on peut prendre tous les gros projets. Tu vois, même ceux aujourd'hui qui parlent d'Ethereum, nous, c'est un projet aussi qu'on affectionne particulièrement, mais il ne faut pas se leurrer. La fondation Ethereum, c'est à chaque fois eux qui font le top de l'Ether. Vitalik, qui dump à chaque fois en 2021, il a dumpé au pic de la mèche de l'Ether. Il a dumpé en 2017 également. La fondation a dumpé en 2017 et pareil aussi en 2021. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pas dire que c'est mauvais. Ils ont besoin de fonds aussi pour développer le projet, pour faire en sorte que l'infrastructure fonctionne et tout. Et c'est un peu le jeu. Mais derrière, voilà, vous êtes en compétition avec des personnes qui ont des centaines de milliers d'Ethers. Donc, vous qui en avez peut-être quelques-uns de votre côté, faut savoir nager un peu dans les eaux troubles et avec les baleines, en fait. Vous nagez parmi les gros. Et donc, voir ce que font les gros pour essayer de tirer le meilleur parti et éviter de croire et de faire confiance à n'importe qui, parce qu'en crypto, la confiance, ça n'existe pas. Ouais, et puis faire gaffe au marketing aussi. En t'écoutant, Exactement. je Ouais. repense à ce sujet parce que les grands, en fait, ils ont accès à des puissances marketing qui sont folles. Donc, payer des bots sur les réseaux sociaux pour faire chier des projets, ça existe. Moi, j'ai discuté Ouais. aussi dernièrement avec des mecs qui travaillaient pour des DAO, justement sur Solana, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, en fonction des projets, en fonction des teams, il y a des équipes marketing. En fait, la crypto, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des devs qui travaillent sur des trucs de fous futuristes. Il y a des fondateurs, il y a des financiers, il y a des mecs du marketing. Et en fait, il y en a qui ont des grosses puissances marketing pour push des narratives, pour voilà, faire des posts, payer pourquoi pas des influenceurs, où il y a vraiment des talking points avec des choses. Ouais. Pourquoi ce projet il est révolutionnaire, avec des choses vraiment qui vont créer la hype. Et des fois, ça prend, alors que le projet n'est pas forcément ouf, mais il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui sont adoptées. Il y a des mecs qui décident de rentrer là-dessus, mais il faut faire gaffe aussi à toute cette puissance marketing. Regardez aussi les projets, comment ils se lancent. Je pense que c'était aussi un des apprentissages du dernier cycle. Ceux qui te font whitelister avec partage avec 3 amis, plus envoie des messages, plus inscris-toi sur Facebook, plus inscris-toi. Enfin, tu as une liste de trucs comme ça. Tu dis, oh, ça va bien maintenant. Tu as peut-être 20 points avec que les réseaux sociaux, partage, lâche des coms, abonne-toi, fais ci, fais ça. Et en fait, artificiellement,
ils peuvent arriver à créer des grosses communautés comme ça très rapidement parce que tout simplement, ils vont distribuer 3 pauvres jetons qui valent quasiment C'est les rien. airdrops, ouais, c'est les airdrops, ça. Ou des miettes pour lancer un projet, mais tu as des projets qui ont pris comme ça 200 000 followers en un seul jour parce que voilà, c'était dans un schéma narratif. En plus, attention aux projets opportunistes qui vont suivre. Tu en as peut-être les premiers qui vont arriver. Et puis après, tu as les autres qui vont se mettre dans le sillon, qui disent ça a marché, on va faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et on va aller exactement avec le même type de projet, sauf qu'on va faire plus de promesses, plus de marketing agressif, et on va comme ça arriver à apporter générer artificiellement de la hype, de l'engouement pour le projet, alors qu'au final, il n'y a rien de fou derrière, et se lancer comme ça. C'est pour ça aussi, attention sur le FOMO, attention, parce que les mecs, ils sont bons aussi. Hein. Là, on arrive sur des niveaux, le marketing des grosses équipes, les mecs, ils sont des pros, comme dans la publicité normale. Hein. Ils vont chercher les biais psychologiques. En plus, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, donc là, c'est... Pour les deux, c'est du pain béni, quoi. Les biais psychologiques, t'en as de partout à utiliser. Donc, faire attention aussi à quand ça paraît trop beau, que t'as l'impression qu'il y a de la hype et tout, se demander aussi, voilà, quels sont les fondamentaux, l'équipe du projet, enfin, là, une vraie analyse fondamentale derrière, et pas se laisser, voilà, si on regarde juste les jolis posts sur les réseaux sociaux ou 2-3 talking points, on peut vite avoir un faux mot qui est pas forcément justifié des fois, quoi. Bah, tu te souviens, lors du dernier cycle, les IDO, tu vois, c'était clairement ça, en fait, hein. Il y avait toujours la même boîte au fond derrière qui lançait les nouveaux projets, c'était Bluezilla, tu te souviens? Et eux, ils étaient hyper bons en marketing. Ils Ouais, créaient c'est le ça, pour ça. site, ils créaient les launchpads, ils créaient tout. Et c'est vrai que derrière, c'était tellement bien fait parce qu'ils utilisaient tellement bien les talking points, les biais psychologiques et tout ce qui se passait en fait en bull run, que même nous, on s'était fait avoir en fait. Si vous rentrez sur des IDO, en fait, que vous ayez des allocations sur les tokens que vous mettez en stacking pour des potentiels IDO qui arriveraient prochainement en bull run, pourquoi pas? Parce que vous allez avoir un tiers qui, je sais pas, pour ceux qui regardent les lives, si ils sont forcément familiers avec les IDO et leur fonctionnement, mais en gros, en général, vous allez trouver une plateforme sur laquelle on va vous dire tiens, il va falloir que vous achetiez ce token. Plus vous allez avoir de tokens, plus vous allez pouvoir du coup les staker, obtenir des revenus là-dessus, et plus vous allez staker un nombre important de tokens, plus vous pourrez avoir une allocation importante sur les prochains projets qui se lanceront lors des prochains launchpads en IDO. Si vous le faites en bear market et que vous accumulez ce genre de token-là en bear market, vous pourrez utiliser l'effet de levier des IDO correctement en bull run. Par contre, si vous vous dites un peu comme nous, l'erreur qu'on a faite au précédent cycle haussier sur 2021, on a commencé à s'intéresser au launchpad et aux IDO un peu plus tard dans le cycle, je crois que c'était sur 2021. Et là, on avait acheté presque le top en fait sur la plupart des launchpads, sur les tokens que tu devais mettre en staking. Et ça, c'est des projets qui sont éclatés en bear market. Non seulement tu te rends compte que tu as une allocation qui est pourrie sur les nouveaux projets qui sont lancés, et en plus tu as un lock-up. Tu te souviens, on avait des trucs, on avait, tu pouvais avoir 30 balles d'allocation sur des projets, c'est vraiment rien du tout. Et souvent, c'est des projets qui ont un market cap qui se lance, mais il est extrêmement faible. Je crois que c'est 150 000 balles de market cap. Donc forcément, dès le début, ça passe de 150 000 à même 3 millions. Tu as déjà fait plus d'un fois 10 en fait sur le projet. Tu as fait un fois 20 dès le début, mais tu as eu 30 balles d'allouer là-dessus. Et en plus de ça, loquer sur une période de 50 semaines. C'est que tu vas pouvoir déloquer au fur et à mesure. Donc bref, c'était une usine à gaz pour pas grand-chose. Et ceux qui s'en sont véritablement sortis, c'est ceux qui ont investi tôt sur les launchpads, très très tôt en bear market. Hein. Donc sur, par exemple, 2019-2020 ou sur 2022-2023. Mais ceux qui rentrent sur les IDO, sur les tokens de gouvernance d'IDO, sur tous les prochains launchpads qui arriveront en plein bull run, ça sera les exit liquidity pour ceux qui sont rentrés beaucoup plus tôt.